On a été fouetté, chicoté, gazé par notre propre police parce qu'on demandait le départ de l'ambassadeur rwandais. Nous, on dénonçait avant. Donc, tu sais qu'il nous demande de faire ce que nous avons déjà fait. C'est plutôt lui qui est en retard par rapport à nous. Nous avons organisé des marches pour dénoncer l'agression ici. Là, tu sais qu'il ne dénonçait pas. Alors, dénonçons alors. Qu'est-ce que ça va résoudre? D'agir, au lieu d'établir ces rapports de force, il veut qu'on puisse dénoncer. Ok. Tu sais qu'il représente la nation vrai ou faux? Quand il prend parole, il le prend au nom de 120 millions de Congolais. Alors, qui sont ces Congolais que lui ne représente pas? Il dénonce Kagame pour notre compte. Donc, tu sais qu'il nous dit, il est le président d'un groupe de Congolais. J'ai compris le contexte, hein? Vous avez compris ce qu'il a dit, Je t'avais dit que l'anticatastase, c'est son monde. Donc, tu sais... Donc, le chef de l'État dénonce Kagame à votre place. Mais c'est lui qui nous représente en vertu de l'article 69 de la Constitution. Quand vous dénonciez Kariga, vous dénonciez au nom de qui? On lui demandait, étant que chef de l'État, de ne pas être en contact. Mais il a fini par écouter votre appel, maintenant il dénonce en votre nom. Mais justement, il demande à qui encore de dénoncer, parce qu'il le fait déjà bien à notre nom. Par exemple, pas vous. Mais Katumbi l'a fait, suivez les interviews. Où? Vous êtes journaliste. Si, je sais. Mais suivez les interviews. Je le cite en raison. Rebobine même le vidéo de Katumbi. Chers frères, dénoncer le Rwanda. Mais Kabila n'arrive toujours pas à dénoncer. Hein. On n'en a pas besoin. Moi, parce que le chef d'État le fait déjà. Attends, par exemple, si moi je dénonce le Rwanda aujourd'hui sur ton plateau, et quand tu serais le fait devant le Conseil de sécurité, qui fait mieux? Et que tu sais qu'il est épuisé, tu sais qu'il n'a pas de stratégie, il est dormi, il n'arrive plus à mettre quelque chose de nouveau sur la table. Et dans la stratégie de Tshisekedi, il nous amène sur ce terrain pour gagner en temps. C'est-à-dire gagner en temps? Ça temps? veut dire qu'il veut le dialogue, parce qu'il ne rejette pas l'idée. Il veut le dialogue, mais il ne veut pas le dialogue maintenant. Il faut tirer le choix en longueur d'après vous? Il veut avoir un dialogue en 2026-2027 pour lui permettre de glisser. C'est ça l'idée de Tshisekedi. Même la condamnation de Kabila, il sait que ça va faire débat pendant le dialogue et ça va encore bloquer pour gagner en temps. Donc ici, moi personnellement, je ne dénoncerai jamais le Rwanda. Ah, pourquoi? Je l'ai dit sur tout le plateau. Je ne le ferai pas. C'est à Tshisekedi de prendre les moyens de donner à notre armée, d'établir ses rapports de force, de récupérer nos territoires occupés. Dénoncer le Rwanda, ça ne va pas résoudre le problème. Nous sommes alors que ça vous arrive parfois de dénoncer certains comportements du gouvernement ou encore de Attends, je le fais. Pour dénoncer le Rwanda, vous ne le ferez pas. Laisse-moi répondre. Je vais dénoncer Tshisekedi lorsque ces gens se comportent mal parce que lui gère ma vie. Le Rwanda ne gère pas ma vie, ni l'avenir de mes enfants. Ok? Nous sommes dans un contexte de guerre, nous ne sommes pas dans un contexte de communiqué, de dénonciation. Nous sommes dans un contexte de guerre, Tshisekedi n'a qu'à établir ces rapports de force afin de permettre au pays d'être respecté. Point barre. En fait, le plus grand rapport de force qu'on peut opposer au Rwanda, c'est le jour où le Rwanda ne trouvera plus des procurations par réflexion et par action chez les Congolais, chez les petits Congolais. Croyez-moi, on réduira son influence. Le jour où le Rwanda comprendra que quand je m'attaque à la République démocratique du Congo, autant qu'un État sérieux, peu importe qu'on soit de gauche ou de droite, ils savent que je suis un ennemi à très long terme. Il a prouvé ce que la plupart des pouvoirs qui sont passés, le Rwanda a toujours pris, Kagame a toujours pris cette posture-là. Très bien dit. La première de force qu'on a opposée à lui, c'est justement cette intelligence des situations de savoir que quand on fait ça, nous on voit le bout de notre nez, lui voit très loin, et c'est la République qu'on perd. Et c'est là où je rentre dans le propos de vous quand il dit l'absence de la stratégie. Si on le pense pour le pouvoir, on le pense également pour l'opposition. Cette politique du désespoir où on croit que parce que juste on a besoin du pouvoir, peu importe la lie, on ramasse, on prend. Le même qui était opposé farouchement à un acteur hier, aujourd'hui ils sont prêts à prendre n'importe quelle proposition, quitte à faire ôte-toi que je m'y mette. Et c'est pas responsable à mon sens. Devos Kitoko dit que le pays risque
court un risque de balkanisation, mais l'acteur majeur qui favorise la balkanisation, c'est Kabila. Ça, c'est une déclaration grave. Nous devons cesser de faire des discours pour se faire plaisir. Est-ce que Devos Kitoko est capable aujourd'hui de prouver l'apport de Kabila sur la balkanisation du Congo? La justice l'en a fait déjà. Mais la justice n'a pas prouvé. N'a pas prouvé. Nous sommes d'accord sur ces points avec Diana. Non. Oh, mais vous l'avez dit. Il s'est dit. Non. Si le 7 points... Il s'est retiré du coup. Si, non, je ne me retire pas. J'ai émis des nuances et des réserves. Mais justement, j'ai cité une seule preuve où moi, en tant qu'intellectuel, je peux le dire. Mais la décision de la justice, je ne mets aucun commentaire parce que je ne suis pas magistrat militaire. C'est ce que vous avez dit, oui. Lui, ce qu'il dit, c'est en position de politique. Moi, non, je suis lorsque les jugements... Puisque chez moi, les faits sont sacrés, je cite un fait que moi, je peux prouver. D'accord. Le reste, c'est à la justice. De faire ça quoi que ce soit, la justice a donné une notice. Lorsque le jugement est rendu, en vertu de l'article 51 de notre Constitution, le jugement est rendu au nom du peuple. Lorsque ce jugement n'est pas bien rendu, donc, nous pouvons en débattre et discuter. Personne d'entre nous ne peut juger de la qualité d'un jugement rendu. Non, on peut discuter parce que c'est rendu à mon nom et que moi, on ne peut pas mettre de fausseté à mon nom. Exactement. C'est pourquoi on est partagé. Mais attends, c'est rendu à mon nom avec l'article 61 et 51 de la Constitution. On ne peut pas rendre un papier à mon nom sans que je sois d'accord. Les discours de Devos démontrent clairement leur appartenance à l'union sacrée. C'est clair. Mais laissez-moi vous dire. Je pense à John Kabamba. C'est fort. Fayoulou a dribblé l'opposition combien de fois pour l'intérêt de Tshisekedi, ici à Kinshasa. Recevez Prince Penge ici, posez-lui la question. S'ils n'ont jamais rencontré le ministre des Affaires étrangères du Togo, sous charge du régime en place. Le problème de Fayoulou... En clair, vous voulez dire quoi? Que Fayoulou joue le jeu de Kinshasa? C'est le cas pour tous les actuels opposants. C'est ce que vous avez dit. Vous avez illustré avec l'équipe de football. Donc, non, attends. On n'est pas contre, mais Fayoulou n'a pas le droit d'accuser d'autres acteurs. Ce n'est pas la première fois. Qui lui en prie? Attends. Laisse-moi... Il y a un danger qui nous guette. Non, il y a un danger. Fayoulou lance l'appel. Non, il n'a pas lancé l'appel. Fayoulou dénonce. Où sont les propositions de Fayoulou? Parce que Diana m'a dit qu'il faut commencer à faire la politique avec des propositions. Fayoulou a proposé quoi en tenant ses discours? Bon, ces discours, bon, ok. Quelles sont les propositions pour empêcher cette balkanisation? Devos a dit quoi? D'être vigilant, de se mettre ensemble. D'être vigilant comment? De commencer à faire des veillées? D'être vigilant comment? Lui est professeur de sciences politiques. C'est quoi ces propositions? C'est une nouvelle semaine qui commence avec ce nouveau numéro de cette émission Nice Press. Merlez-vous, le tout premier invité que vous connaissez, il est de l'opposition. Eh bien, nous attendons l'arrivée de Mike Gardidiana, qui sans doute va se joindre à nous dans les minutes prochaines pour vous parler republic. Martin Fayoulou, décidé, accuse Joseph Kabila d'être à la base de ce qui se passe à l'est du pays. Tous craignons la balkanisation. Eh bien, par l'entremise du secrétaire général de ces partis politiques Devos Kitoko, il pense que c'est Kabila qui serait à la base de la fameuse balkanisation qui semble prendre corps dans la partie Est. Donc, la question rapport avec l'insécurité sera évoquée dans cette émission. Nous parlerons aussi de rencontres de Nairobi qui continue à faire couler encre et salive. Cette qui connaît l'autre fois interpellé à l'aéroport, quelques minutes ou quelques heures après, il a été relâché. Nous allons vous donner de précisions. Vous l'avez aperçu déjà? Merlez-vous est le tout premier invité, comme j'ai dit il y a peu. Je m'en vais saluer Merley, à qui j'ai dit bonjour et bon début de semaine. Bonjour, cher Guélor. Bon début de semaine à vous aussi. Merci. Bon début de semaine à mon père et mentor Mike Mukeba Nkoso. Que nous saluons au passage. Bon début de semaine aussi à tous les cadres et membres du mouvement des révolutionnaires congolais que j'ai la responsabilité de conduire. Okay. Mais bon début de semaine aussi à tous les opposants réunis à Nairobi dans le cadre du mouvement Sauvons le Congo, parce que la RDC est dans un état comaté. On n'a plus besoin de discours anesthésiants, on a plutôt besoin d'un peuple qui sait agir
et agir dans le sens de libération. Qualifié d'une messe noire, mais vous saluez quand même ceux-là qui ont pris part à Nairobi. Sinon, parlons Nairobi, ils ont eu des résolutions ou encore des recommandations. Ils ont mis en place un mouvement qu'ils appellent Sauvons le Congo, un condamné à mort Kabila. Comment, lui, il peut sauver les vivants que nous sommes? Je ne sais pas comprendre. Et au jour d'aujourd'hui, l'Union sacrée et Fayoulou complices. Ah, Oui, oui. Fayoulou, il cherche à nous faire comprendre que Kabila était plus démocrate que Tshisekedi. Parce que à son temps, Kabila au pouvoir, Moïse Katumbi était condamné ici, dans l'affaire de mercenaires. Mais Tshisekedi Félix, c'est Sanga, Claudel Loubaya et autres rencontrés Moïse Katumbi à l'extérieur. Est-ce que Kabila a arrêté ces sangs à son retour? Est-ce que Kabila a arrêté Claudel Loubaya à son retour? mais personne n'a été arrêté. Hein? Cette Rikouna a été enlevé, non, pas arrêté, enlevé. Non, il a été interpellé. Non, on n'interpelle pas comme ça selon la loi. Il a été enlevé. Ses biens de valeur confisqués jusqu'au jour d'aujourd'hui, au moment où nous tournons cette émission. Montrez-moi un seul leader politique qui avait rencontré Moïse Katumbi en exil et à son retour au pays, Kabila demandait à ce qu'il soit arrêté. Donc, sur ce point, vous allez vous accorder avec moi, Kabila est démocrate, tu sais que c'est un tyran. À l'époque de Kabila, l'opposition s'était réunie. Les contextes diffèrent. Il y avait toujours des problèmes à l'Est de la justice de notre pays a condamné. Alors, Katumbi était condamné par quelle justice? S'il vous plaît. La justice nous révèle que Kabila est le chef rebelle. Que c'est lui, l'instigateur de ce mouvement M23 AFC. C'est lui le géniteur de l'insurrection. Et voilà pourquoi, par coutumance, bien sûr, c'est lui qui a été condamné. Alors, quand vous organisez une réunion en dehors du pays, d'après le régime comploté contre la République, n'est-ce pas, il y avait lieu d'interpeller certaines personnes pour en savoir plus? Ne donnez pas l'impression que je suis en train de défendre Kabila, mais je suis en train de faire une étude comparative. Je vous dis en son temps, à l'époque de Kabila, l'opposition s'est réunissait à Johannesburg, à Pretoria, à Idegoré. Mais à leur retour à Kinshasa, personne ne faisait objet d'interpellation. Autre temps, autre mœurs, je l'ai dit un peu. Non, les lois sont les mêmes. Un pays organisé, un pays structuré, on agit sur base légale. Ne me dites pas que la Constitution a changé. Ne me dites pas que le code pénal a changé. Non. Ça veut dire qu'il y a un problème. Kabila condamné à mort, j'étais en prison, arrêté, j'étais en prison, il allait toujours recevoir des visites. C'est pour autant on allait arrêter tout le monde, tout celui qui allait rencontrer Kabila même en prison. C'est incorrect. Edi Kapen était condamné à mort ici, mais les gens lui rendaient visite en prison. L'infraction restant individuelle, ce n'est pas que si quelqu'un rencontre Kabila, cette personne-là doit faire objet d'interpellation. Même un prisonnier a droit d'être visité, d'être rencontré. Qui vous dit si quelqu'un est condamné, il n'a plus droit aux visites ni au contact? Non. Je veux qu'on me prouve ça sous le plan légal. Ça, c'est un de deux. Vous dites que Kabila est condamné. Nulle part a été prouvé que Kabila est le patron du FC M23. Le procès, nous avons tous suivi. Le procès, nous avons tous suivi. Sauf ceux qui ont déposé leur cerveau quelque part, vont croire à ces parodies de justice, cette pièce de théâtre qui a été organisée ici. Ça allait être un procès exemplaire et historique pour notre pays. Mais simplement, la manière dont la procédure a été... le procès a été organisé, ça a laissé beaucoup de gens perplexes. Ça devait faire débat entre les doctrinaires. Le droit pénal, c'est un droit où les faits sont prouvés à la place de verbes. C'est pourquoi il y a un principe sacro-saint en droit pénal qui dit, je cite, « Donne-moi le fait, je vous donne le droit ». Le droit a été donné sans que le fait soit prouvé. On nous a balancé dans toutes les positions jusqu'à nous amener dans des réquisitions des tests ADN.
qui n'a jamais été fait. Je vous reviens. Donc, rencontrer Kabila n'est pas une infraction. Ceux qui pensent que Kabila est condamné à mort, ceux qui pensent qu'ils ont le pouvoir d'aller l'arrêter, personne ne les empêche. Non, pas ceux qui pensent, hein, c'est la justice. Mais maintenant, on a aussi... Hier, avait condamné Kabila. On va... Kabila condamné à mort, personne n'a le droit de les rencontrer. Mais il y a d'autres condamnés à mort qui viennent de signer un accord de cessez-le-feu permanent avec les vivants de Kinshasa, à Doha. Il y a eu des condamnés à mort avec les vivants de Kinshasa, à Doha. Je vous reviens. Marc Gardidiana, merci d'être là. Bon début de semaine. Nous parlons de ce qui se passe au pays. Fayoulou, par l'entremise de son secrétaire général de Kitoko, pense que la balkanisation qui semble prendre corps au pays, Kabila serait à la base. Vous et moi avions suivi cette rencontre de Nairobi où ils ont mis en place un mouvement qu'ils appellent Sauvons le Congo. D'aucuns pensent qu'une personne condamnée à mort, comment va-t-elle s'y prendre pour sauver les vivants que nous sommes? Vous avez la parole. La question est remplie d'anticatastases. Hein. Ça, c'est le terrain préféré des Merlin Vouvou. Mais la vérité, c'est qu'on est dans un contexte que même l'interprétation de Vouvou s'inscrit dans une logique éthique et morale. Revenons sur le jeu politique. Dès qu'on rentre dans le jeu politique, même lui, il verra les choses différemment. La réalité, qu'on est dans un contexte où il y a un rapport de force politique. Kabila, qui autrefois était un allié, est devenu un adversaire. C'est lui qui, à la base, ne devrait plus parler ou prétendre être le redresseur de tort sur le jeu politique, reprend la tête de file de l'opposition. Je crois que de l'autre côté, il est logique que les choses se regardent avec de loupe. Est-ce réellement il a repris la tête de file de l'opposition? Est-ce qu'on a besoin de le dire pour s'en rendre compte? Est-ce qu'on a besoin de le dire puisqu'on parle des faits? Est-ce qu'aujourd'hui les faits peuvent contredire? Le fait de réunir certains à Nairobi, d'après vous, c'est lui le chef de file maintenant? Je te donne un exemple. D'abord de un, quand on est avec ses pairs opposants, la première des choses c'est que les délégations se rencontrent pour préparer. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a eu des délégations arrivées qui ont préparé cette rencontre de Nairobi? Non, il a convoqué l'opposition et ils ont répondu présent, c'est tout. Mais c'est pas toute l'opposition non plus. Hein. Non, mais justement, les autres... Katumbi était absent, Fayoulou n'était pas de la partie. Ne parle pas de Sesanga. Encore moins Kabound. Je crois que si Sesanga n'était pas là-bas, c'est pour des raisons stratégiques. Sanga est très intelligent ici. Sesanga fait une communication avant qui semble être un élément de communication pour préparer l'opinion, peut-être à ce qui devrait arriver là-bas. Donc je crois que logiquement, et puis dans cette communication, puisqu'il y a eu quelques frictions, logiquement, stratégiquement, il ne devrait pas s'y rendre. Mais je suis sûr qu'il est en phase avec le mouvement Sauvons le Congo. Donc le problème n'est pas la présence physique, mais je crois que d'esprit, c'est s'engager avec le mouvement. Sauvons le Congo, un mouvement qui vient de voir le jour, cette plateforme, quel avenir pour cette dernière alors que les géniteurs est considéré comme condamné à mort? Encore une fois, je reviens sur le fait que vous dites un condamné à mort. Un condamné à mort ne veut pas dire que c'est un mort. En politique, une condamnation à mort jusqu'à l'exécution ne voudrait pas dire que cet acteur est mort. Je voulais revenir sur un élément essentiel, par exemple les tumultes qu'on a eu sur cette Kikouni. Je crois que n'importe quel État sérieux, je dis bien n'importe quel État sérieux, quand on a été à ce niveau-là, on doit être interpellé, soit pour des raisons pédagogiques, soit pour des raisons de renseignement. Mais il n'y aurait eu aucune raison qui pourrait justifier le fait que cette Kikouni reste emprisonnée. Et je crois que c'est l'une des raisons qui a fait qu'on l'a relâché librement. Mais le process d'être interpellé pour besoin de renseignement et besoin de pédagogie... C'était l'idéal, donc, pas passer. Aucun État au monde ne le permettra. Quelqu'un qui aujourd'hui est soupçonné d'être en phase avec le mouvement rebelle, un mouvement qui aujourd'hui, disons-le, semble donner un peu des béquilles à un État que nous on avait pointé comme étant État agresseur principal, le Rwanda. Aujourd'hui, Kagame n'a plus besoin de parler. Le rapport qui était external autrefois est revenu en interne. Je le disais depuis sur ton émission. Le fait que les Nanga et les autres vont entrer là-bas, vous verrez que finalement, on rentre. Et le comble, c'est que le retour à la question interne a presque annulé l'efficacité à accord de principe qu'on a signé à Washington. Vous savez pourquoi? Parce que l'idée était de pouvoir signer avec l'instigateur pour que finalement lui rabatte les instructions au niveau de ceux qui gèrent les considérations militaires pour qu'il y ait une forme d'accalmie, qu'on aille vers la signature d'un accord et puis finalement qu'il se retire. Mais aujourd'hui on se retrouve avec deux dynamiques. Le Rwanda à part, qui dit n'avoir aucune relation, aucune influence sur le mouvement rebelle. Donc on se retrouve avec deux problèmes, alors que ce sont les deux problèmes qui pouvaient se gérer de manière unilatérale, en mettant tout le monde dans un package. Puisqu'on estimait que c'est le Rwanda qui les faisait, mais en complicité avec certains Congolais comme les Nanga et les autres,
Pourquoi ne pas prendre le bloc, mais tenir compte des subtilités des revendications des uns et des autres? Là, on s'est retrouvé avec des dynamiques scindées, et l'autre dynamique est conditionnée par l'autre, alors que de l'autre côté, j'ai dit ça aux gens, malheureusement, les gens n'écoutent pas. La discussion de Doha ne prendra pas des avancées dès lors que sur les considérations politiques, il n'y aura pas une ligne qui sera définie. Ne vous en faites pas. Moi, je l'ai su quand les premières discussions, un mouvement rebelle pose 2 conditions. La première, la libération des prisonniers et la relaxation de tous celui qui est soupçonné Ils se sont convenus sur ce point. lien. Il y a eu échange des prisonniers. Non, laisse-moi, il y a eu échange, il y en a eu où? Non, ils se sont mis d'accord. Ils attendent la feuille de route. Ils l'ont proposé dans la feuille de route, mais il n'y a pas eu convention parce que la preuve, c'est que ce n'est pas fait jusqu'à aujourd'hui. Il n'y a pas convention. On commence par là et la relaxation de tout celui qui est soupçonné d'être en lien avec le M23. Deuxième condition, un dialogue en interne. Je dis, on est loin de sortir de l'auberge. Vous n'allez pas me dire que le M23... Après vous, cette cacophonie se trouve à quel niveau? Parce qu'à un moment, les chefs de l'État avaient même tendu la main à Kagame, tout en demandant à ces derniers de retirer ses troupes au Congo de la partie Est. Est-ce que Kinshasa n'arrive pas à cerner les problèmes? Kinshasa crée du désordre par rapport aux différentes démarches? Ou bien... Non. Je l'ai dit dans mon éditorial d'avant-hier. Kinshasa est allé utiliser ce qu'on appelle en droit international le convening power. Parce que quand, en matière de force, on ne sait pas résoudre le problème, on va trouver un médiateur qui a de l'influence sur nous et sur notre protagoniste. Celui-là peut faire peser son poids pour que dans les intérêts, redéfinisse les intérêts et qu'on finisse par trouver un compromis. Mais là où Kinshasa n'a pas tenu compte de la limitation, c'est que les États-Unis peuvent influencer le Rwanda, mais le Rwanda, conscient des enjeux, de par les lobbying que la RDC a fait, du fait que la RDC a réussi à rompre ses relations avec la zone européenne, qui était pourtant beau-fils avant. Cette zone européenne qui soutenait toujours le Rwanda ne pouvait pas emmener des sanctions. Dans la profondeur stratégique, vous savez qu'est-ce qu'il a fait? En 2024, le plus grand investisseur au Rwanda, c'est l'Inde. C'est un État du BRICS. Ça voudrait dire qu'aujourd'hui, il peut se mettre en porte-à-faux avec les États-Unis. Le BRICS est une contre-force à l'Occident qui, quand vous touchez à ses intérêts, on peut intervenir. Ce qui fait que même les États-Unis... En clair, Kinshasa ne joue pas bien sa carte. Non, c'est pas Kinshasa qui ne joue pas bien sa carte. Kinshasa doit faire évoluer aussi sa carte. On s'est convenu sur une approche, mais cette approche-là commence à présenter des limites et nous, on est resté sur cette phase-là. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, regardez l'attitude de Boulos, vous verrez que c'est quelqu'un qui semble un tout petit peu perdu. Il parlait avec beaucoup d'assurance avant. Maintenant, il parle... Il est devenu un peu plus conciliant. Pourquoi? Parce que dans l'entendement des États-Unis, c'était quoi la stratégie? Puisque le problème est tel, parce qu'il faut se rassurer, les États-Unis ont besoin des ressources de la RDC, parce que je ne vous ramène pas la dernière sortie de Pékin pour se rendre compte que finalement, même le rapport de force militaire est en train de partir. Les États-Unis semblent s'effriter sur le jeu international. Qu'est-ce que les États-Unis voulaient? Que Kinshasa trouve un compromis. À court terme, signons un accord, faisons de concessions. Dès lors qu'on retrouvera un terrain d'accalmie, les États-Unis arrivent, c'est alors qu'on va faire un travail à moyen et long terme. Kinshasa est resté droit sur ses bottes, a utilisé une stratégie, j'ai dit toujours, et je ne pèse mes mots, dans les 2 dernières décennies, c'était une intelligence des situations, c'était la meilleure décision qu'on pouvait prendre. Parce que moi, je suis convaincu de ceux qui pensent que notre problème ne trouvera pas solution au niveau de la sous-région. Mais malheureusement, cette carte-là, il faut tenir compte des subtilités et des approches. Les États-Unis, au Yakala, pouvaient, dans l'ego, mais pas particulièrement Yakala, il y a des démocrates, pouvaient trouver un moyen, créer une branche militaire, même avec des mercenaires, pour pouvoir intervenir et veiller. Mais au Yaba républicain, dans ces contextes ici, il ne peut pas faire. Donc ça veut dire qu'on se retrouve avec un problème militaire où nous, on doit faire preuve de sagesse pour pouvoir permettre aux autres qu'on a mis dans le jeu de pouvoir nous aider à l'évacuer. Donc, c'est la situation où nous sommes maintenant. Le problème n'est pas la stratégie. Elle est très bonne, la stratégie. Mais le problème, c'est que dans le jeu, il y a quelques éléments de faiblesse sur lesquels on n'a pas tenu compte dès le départ. Et ça, il faut le corriger maintenant. Vous voulez la preuve? Même dans son lobbying, même dans son image, le Rwanda a quitté la zone européenne. Vous avez mené des actions, visite Rwanda. Aujourd'hui, visite Rwanda est allée à la NBA. Pourquoi? Parce qu'il sait que l'opinion américaine a une prépondérance sur sa politique extérieure. Même Donald Trump, ayant la majorité à la Chambre des représentants au Sénat, ne peut pas, la preuve,
Regardez la gestion de la crise à l'Ukraine. Il y a bien de choses qu'il voudra faire, mais la politique américaine ne répond pas aux individualités, à la providentialité des gens. Et nous aussi, on doit évoluer à ces niveaux-là. Donc c'est à ces niveaux-là qu'il y a quelques difficultés et on s'est rencontré avec des problèmes. Mais dans le contexte de Nairobi, bon, je ne sais peut-être pas qu'est-ce que vous pensez, mais moi je suis un peu déçu. Comment ça? Et pourquoi? Moi je suis un peu déçu. Moi je suis déçu comme pas possible. Mais pourquoi oui, hein? Crache le morceau. Vous vous souvenez quand on tournait généralement de l'autre côté? Quand j'ai parlé de Kabila et de l'avenir, qu'est-ce que les gens me traitaient de Kabiliste, non? Ouais. Vous savez pourquoi? Je vous ai dit une fois, je croyais que ce type-là ne va pas aller loin, il va céder le pouvoir. C'est ce qui est arrivé. Mais la cartographie actuelle, je sais en toute lucidité que le pouvoir est aussi pour quelque chose. Le pouvoir est aussi pour quelque chose. Ouais, quand vous engagez un débat sur le changement de la Constitution, vous réveillez les démons et les velléités de chaque Congolais. Maintenant, c'est là où on connaît la nature de gens. Ceux qui ont le sang pacifiste et ceux qui ont le sang belliqueux. Or, la majorité des Congolais ont un sang belliqueux. La majorité des politiques congolais. Et c'est ça la grande difficulté. Moi, je pense que c'est une question qu'on pouvait résoudre différemment, qu'aujourd'hui, d'offrir une porte de sortie au Rwanda, ça voudrait dire que cette stratégie nous reviendra encore au nez du jour arrivé pourtant. Moi, je pensais qu'avec cette stratégie, on devrait mettre, peut-être pas définitivement, mais considérablement fin à cette orientation où le Rwanda détient un pan important dans les enjeux politiques en République démocratique du Congo. Et malheureusement, cette classe-là est en train de lui offrir les béquilles pour pouvoir retourner, reprendre cet tandem-là. Et en clair, Kabila déçu. Moi, il me déçoit, je ne cache pas. Je vous reviens. Parmi des solutions, encore ce qu'a dit Mike Gardidiana, nous avons comme l'impression que le dialogue semble être inévitable. Si oui, qui peuvent prendre part, parce que devant la diaspora en Belgique, les chefs étaient clairs. Hein. Il avait traité certains d'être des traîtres, d'où ces derniers n'ont pas droit à prendre part à ces forums si seulement ça aura lieu. Je crois avoir bien suivi Diana et nous voyons les choses dans la même direction, nous deux. Ça veut dire que Kinshasa ne peut pas se dédouaner totalement. Kinshasa doit aussi assumer ses erreurs. Certaines responsabilités? D'accord. C'est-à-dire l'idée de jeter le sort de ce qui nous arrive aux autres et que Kinshasa est irresponsable de tout ce que nous vivons aujourd'hui, c'est ce qui frustre encore. Par exemple, je vous dis, si Kinshasa est innocent, qui a libéré les Biamungu? Ils étaient ici en Ndolo, condamnés à mort par le régime Kabila. C'est Tshisekedi. Posons la question à celui qui nous gère, parce que ça fait 7 ans que Kabila n'est plus au pouvoir. Je suis d'accord avec Dianaka, il dit, on disait tous à l'époque que Kabila va céder le pouvoir. Mais le malheur, c'est qu'en face, surtout les gens de l'UDPS, quand vous dites ça, vous leur dites cela, vous réfléchissez, on vous traite tout de suite des kabilistes, on vous donne même des nationalités, on vous trouve une nationalité. Au lieu d'approfondir, de réfléchir sur vos dires, et préfère vous donner des nationalités. Kabila cédait le pouvoir. Kabila a mis 5 ans qu'il ne parlait pas. Quand est-ce que Kabila a commencé à parler? C'est lorsqu'on a Kinshasa commencé de l'accuser d'être rebelle, chef de bande. Non, pas forcément. Quand ces troupes n'ont pas compris les jeux, ils ont commencé à créer du protagonisme au niveau du Parlement et les autres. Ce sont les premiers, c'est aussi des gens qui sont responsables de la détérioration. Je ne parle pas de son groupe. Je parle de Kabila comme individu, parce qu'il s'agit de lui d'abord. Il ne s'agit pas de son groupe. Kabila était un taisé et il faisait... Il s'est déchu carrément. Il faisait c'est-à-dire, il y a combien de modèles dans le Congo qui sont dans l'Obarate, Babiji Kaka, Kabila recevait des coups ici. Il ne parlait pas de perquisition. Mais quand on a touché... Il a fait montre de silence radio à un moment. Quand on a touché à sa vie directement, c'est là où Kabila a pris parole. Mais pendant ces temps, nous avons assisté à un procès où rien n'a été prouvé. J'insiste, c'est le droit pénal, c'est pourquoi quand vous déposez plainte contre un autre citoyen, on vous demande toujours les éléments, les pièces de conviction. Parce que le droit pénal n'est pas assis sur le verbe, mais plutôt sur le fait.
Alors, quand nous avons suivi les procès, il n'y a eu rien de preuve. Il y a des éléments derrière. La motivation du jugement n'a pas pris en compte la nationalité. Ça veut dire, c'est un procès qui a permis encore à faire asseoir la fragmentation de notre société. Quand Mbeki a dit arrêtez de s'acharner sur Kabila parce que ça va encore déchirer et va encore permettre la dégradation de la situation. À Kinshasa ici, qu'est-ce qu'on n'a pas qualifié de Thabo Mbeki? C'était une déclaration dangereuse. Il y est Kabila indirectement sans le savoir. Vous aurez la parole plus tard. Ça dit non, moi on échange. Moi je ne suis pas, moi je ne suis pas dans la profondeur de son discours. Mais à chaque fois un adversaire reçoit l'appui extérieur, il faut analyser. C'est ça aussi la géopolitique. Savoir pourquoi Mbeki a tenu un tel discours. Qu'est-ce qui a poussé Mbeki à tenir tel discours? Est-ce qu'il est dans le droit? Est-ce qu'il a raison? Est-ce que nous n'avons pas commis des erreurs quelque part? On ne réfléchit pas dans ce sens-là directement. On s'acharne sur l'auteur de l'interview. Ici à Kinshasa, si on dit Kabila n'est pas M23, parce que la justice n'a pas réussi à l'éprouver, ni le gouvernement, le jour de l'ouverture du conclave de Nairobi. Mais c'est le même jour où Kinshasa a conclu un accord de cessez-le-feu permanent à Doha avec le même M23. Alors, ils ont signé cet accord avec Kabila ou l'M23. Ils ont signé l'accord avec Kabila condamné à mort ou avec l'M23 condamné à mort. Ce que Diana qualifie des erreurs, il faut corriger. Moi, je qualifie des faiblesses. C'est-à-dire qu'il y a une forme de faiblesse diplomatique emportée par l'euphorie populaire, faisant des discours ici et là, faire croire aux gens que c'est ça la diplomatie, sans avoir de meilleures stratégies. Nous avons vu notre président se mettre à genoux devant Kagame, il n'y a même pas un mois. Tendant la main. Mais ce n'est pas... Non, à quel moment en géostratégie, géopolitique de guerre, on peut tendre la main à son adversaire? Lorsque le rapport de Fox est établi, avant que l'Iran tende sa main à l'Israël et aux États-Unis, l'Iran avait réussi à établir le rapport de Fox. Ici, les rapports de Fox ne sont pas établis. Donc, nous sommes dans une position de faiblesse. Et dans la position de faiblesse, on n'y va pas sur la table des négociations en état faible. C'est ce que l'Ukraine refuse. Vous avez parlé de la déception, Mike Gardi-Diana, je reviens. J'ai posé la question, je reviens, hein, parce que c'est la même question qui a été posée dans le sens où est-ce que Kinshasa n'arrive pas à cerner la situation ou bien Kinshasa ne comprend pas les enjeux? Pourquoi Merlin vient de nous rappeler ici qu'il y a des tractations et des négociations à Doha. Délégation de Kinshasa et celle du M23. Ils ont déjà signé un accord. Il y a eu un accord même mis en place. De surveillance, c'est le fait. Tout à fait. De l'autre côté, Kabila a condamné ici, comme quoi c'est lui le patron de M23 AFC. C'est plutôt Kikouni venait d'être interpellé parce qu'il a pris part à cette réunion convoquée à Nairobi par Kabila. Nous sommes aux États-Unis pour échanger avec Kigali, donc via Kagame, Tshisekedi Kagame. Nous parlons des accords de Washington, bien que jusqu'ici sans succès, mais vous en savez quelque chose. L'autre fois, le chef de l'État a tendu la main à Kagame pour parler paix dans la partie Est. En réalité, qui crée du désordre dans la partie Est? C'est qui l'instigateur de l'insécurité qui sévit à l'Est? C'est qui le numéro 1 de l'insécurité ou de la guerre qui sévit à l'Est? Non seulement le président a tendu la main, mais il a demandé à Kagame de donner l'ordre de se retirer. Oui. Donc, qui peut donner l'ordre à un groupe rebelle doit être le chef de ce groupe. Vous avez la parole. Je commence par la première assertion sur Joseph Kabila, qu'on qualifie de M23 alors qu'on est autour d'une table avec le M23. Cette analogie-là est purement sociologique. Pourquoi? Au-delà de ça, il a un statut régi et configuré par la Constitution. Maintenant, la question c'est à quel moment on peut... Ça c'était hier, hein? C'est
Hein? Oui, c'est ce que je dis. hier, Ça, c'était avant que ces droits... Que le verdict soit levé. Donc, en fait, en gros, le pouvoir s'est retrouvé dans un contexte où on estime qu'on a quelqu'un protégé par la Constitution, mais qui fait le lit de la rébellion. C'est encore une fois de plus, je vais demander à Merlin, vous savez, lui, il est politique, moi, je suis journaliste. Je peux rentrer dans les considérations, dans le jeu politique. Il n'y a pas d'éthique comme lui, il est en train de le dire là. J'ai toujours dit aux gens, la condamnation de Kabila était un fait justement pour engager. C'est-à-dire la monnaie d'échange que lui cherche. Le danger était de savoir, on estime ou on suppose, on prétend qu'il est de mèche avec le M23 et qu'il joue encore de ces approches, ces deux postures. D'un stratège pour la République en tant que sénateur à vie, mais aussi de chef de bande rebelle qui les fait en coulissant. En fait, en gros, le pouvoir devrait avoir, je crois qu'en termes de renseignement, certaines bribes d'informations à gauche, à droite. Fallait donner corps à une posture. J'ai toujours dit, moi, ce procès-là, je considère que c'est un procès politique. Je ne m'en cache pas. Je considère que c'est un procès. On a tous suivi. J'ai un défaut, c'est que je ne viendrai pas commenter les orientations et les décisions de la justice, surtout une justice militaire. Mais je considère que c'est un procès politique. Maintenant, quels sont les éléments qui peuvent sembler donner raison? Là où je trouve qu'en droit, sur le plan pénal, la seule infraction que moi j'ai trouvée valable, c'est l'apologie de la rébellion. À ce niveau-là, personne ne va me contredire sur le fait. Parce que quand on arrive, moi qui parle, j'ai vu combien la plupart de ses collaborateurs étaient énervés. Combien lui-même s'est énervé avec la manière dont le M23 a mené en bateau le pouvoir depuis des années. Combien on a utilisé des mots durs pour pouvoir traiter. Combien on est allé à l'encontre des communiqués des Nations Unies qui estimaient que c'était un mouvement rebelle alors que le pouvoir, par le biais du porte-parole, disait que c'est un mouvement terroriste. Jusqu'à ce que la communauté internationale finisse par accepter l'orientation de l'État, que c'était un mouvement terroriste, revenir après dire que ce qu'ils font, c'est de l'aspiration de la population. Ça, c'est de l'apologie, la rébellion. Pour ça, c'est un élément de flagrance. Okay. Maintenant, au niveau de sa responsabilité, on est encore dubitatifs, nous tous. Parce que même dans le procès, les avocats ont préféré prendre des tangentes un peu que j'estime alambiquées, mais je leur laisse leur science. Je ne suis pas avocat, ils font leur science. Mais dans le fond, il y a des éléments qu'il faut qu'aujourd'hui, même au niveau de l'opinion, on n'a pas besoin de faire Sorbonne pour se dire, s'il n'en est pas le chef, il y a une ramification. Tel que J'ai cité ici l'apologie de la rébellion. Oui. La première sortie était catastrophique. De l'ancien président Kabila. Oui, et comme c'est quelqu'un d'intelligent, il a compris, il a créé de la zizanie au sein de l'opinion. La plupart de ses communications après n'étaient pas tournées vers l'opinion interne. Il s'est rendu compte qu'il commençait à parler généralement à la SADC, la communauté, parce que c'est une zone où on ne va pas se voiler la face, il a beaucoup d'influence. Maintenant, dans ces contextes-là, j'ai même Merlin, vous ou Guelorquet, président de la République, vous vous retrouvez dans un contexte-là. Dans le jeu politique, je ne vous demande pas de mettre votre foi chrétienne sur la table. Je parle du jeu politique. Ne tenterez-vous pas de pouvoir neutraliser ou bien de voir de près cette réalité? C'est ça le jeu politique. Et le comble maintenant, c'est qu'après ce procès, disons ce qu'on veut sur le procès, les déclarations de gens à gauche, à droite justifient le fait. Je retourne dans la déclaration de Thabo Mbeki. Thabo Mbeki est un ancien chef de l'État qui arrive dans un protagonisme entre l'État congolais, dans une trilogie, l'État congolais, le Rwanda, et en interne, il y a un nouvel acteur qui vient de se créer, Joseph Kabila. Et il arrive, tu sais, moi, le problème, c'est pas de venir dire non, il ne faut pas, parce qu'on estime que quand on veut aller vers la dynamique de la paix, de la calmie, il faut commencer par les chercher aussi en interne. Ça voudrait dire que à ceux qu'on estime qui ne jouent pas franc jeu, revenez ici, qu'est-ce que vous voulez? On peut étouffer l'affaire dans l'œuf avant que ça ne prenne d'autres proportions. Je serais d'accord. Mais quand il arrive, il commence, il dit Tshisekedi est un problème, il est ceci, il est ceci. Il s'attaque violemment à un chef de l'État au pouvoir qui a l'initiative. C'est lui à qui on veut appeler de stopper pour pouvoir engager un dialogue franc en interne. C'est paradoxal. C'est pas il avait déjà pris position d'y demander d'une autre. C'est pas stratégique. C'est pas stratégique. Et politiquement, c'est incorrect. Je crois que de par sa sagesse, de par sa hauteur, ils auraient dit utiliser les termes appropriés pour amener l'actuel chef d'État à comprendre les biens fondés de pouvoir rétablir les relations avec son prédécesseur. Mais ça ne s'est fait pas dans ces contextes-là, quand déjà, en interne, il y a une forme d'étau qui se resserre autour de lui. C'est pourquoi je dis la plupart des gens qui ont pris position, sont venus soutenir cette approche-là, ont choisi la mauvaise stratégie. C'est ça la grande difficulté. Maintenant, vous posez la question, revenons sur Gateway.
Encore une fois de plus, le problème n'est pas dans l'approche. Le problème, c'est sur la proportion de ces rapports de force. J'ai dit tantôt, parce que moi, de par mon expertise et les peu d'expérience que j'ai sur le storytelling, la rédaction de discours, quel est l'entendement de Tshisekedi? Il arrive avec un discours construit qui vient pendant un forum économique pour rappeler au parterre des partenaires que on ne peut pas parler d'intégration économique sans qu'on parle de paix chez nous, et que l'instigateur, c'est le Rwanda, c'est le côté agressif de la diplomatie congolaise, qui a réussi à avoir 2, 3, 4 sanctions, ce qui est une certitude. Regardez la balance et le taux de croissance du Rwanda, vous verrez que depuis 2023, elle est en baisse. Mais il sort de son discours justement dans l'esprit de Merlin Vouvou, estimant que ce qu'il a entre ses mains est un élément de rapport de force. Il dit, vous êtes une économie qui était dynamique avant, vous êtes un voisin où on veut aller vers l'intégration régionale, on peut arrêter ça avant et trouver un autre compromis si vous décidez de mettre d'accord avec moi. Il sort de son discours pour le tenir. Dans son entendement, c'est utiliser un élément de change, un rapport de force, ça veut dire que le lobbying agressif de la RDC qui conduit à des sanctions ou à la demande de sanctions, en les mettant de côté pour qu'on trouve un compromis. Deuxième élément dans son discours, c'est là où moi je trouve qu'il y a un peu de paradoxe, c'est que malgré le fait qu'on discute, malgré qu'on avait déjà un accord de principe avec un calendrier déjà établi, il croit dur comme fer que la réalité en interne, quoique scindée, Paul Kagame a encore de l'influence. Parce qu'il suffit qu'il appelle pour que les choses s'arrêtent. C'était une belle lecture d'après vous? En vrai, on dira tous que c'est vrai. Mais le problème, c'est que est-ce que c'était convenable que ça sorte de lui? Moi, je dis non. La vérité, c'est que l'homme garde encore la main. Mais le problème, c'est que est-ce que ça devrait sortir de lui? Je dis non par expérience. Et je suis que sur un prisme communicationnel. Le prisme politique, les gens peuvent en avoir des biens meilleurs que moi. Mais sur le prisme communicationnel, cette communication transformationnelle qui amène aux enjeux, aux résultats, moi j'estime que non. Parce qu'en quelque sorte, il relève les faiblesses des accords qu'on avait déjà signés et l'influence du médiateur qu'on avait mis, ça veut dire que l'orientation qu'on avait prise comporte beaucoup de faiblesses. Vous voyez un peu mon analyse dans le fond. Donc en gros ici, de tout ce qu'on dit ici, le problème n'est pas dans le choix. Il est dans les orientations convenables, mais la proportion de ce que lui considère comme rapport de force, à mon sens, je le ramène dans ce que j'avais dit avant, c'est que est-ce qu'aujourd'hui le Rwanda est encore très touché par les sanctions de l'Union européenne? Quand il était touché, qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé chercher ailleurs. Il a laissé le BRICS. Parce qu'il l'a fait intelligemment, parce que s'il fallait embrasser le BRICS en tant qu'organisation, ça aurait été compliqué. Il créerait une rupture avec son partenaire traditionnel, qui servent les États-Unis, mais pas les républicains, mais les démocrates, qui, malgré l'absence de leur pouvoir, ont quand même réussi à faire sanctionner par les trésors américains la mine de Roubaïa. Donc, en gros, pour ne pas heurter ses parrains, il y va, mais intelligemment. Il laisse l'un devenir le principal investisseur au Rwanda. Donc vous comprenez. Donc en gros ici, on est en face de quelqu'un qui est dans la profondeur stratégique. Le problème dans ce que le chef de l'État fait, le problème n'est pas dans la stratégie. Le problème c'est qu'il faut accroître l'efficacité des actions qu'on mène et qu'on arrête de gérer les choses dans des approches à moyen terme. Notre difficulté c'est que quand l'autre est à très long terme, nous on est à moyen. À la limite, quand on se montre un peu plus rigoureux, c'est à très court terme. En fait, nous on est à très court terme, à la limite à moyen terme. Pendant que l'autre est à très long terme et régulièrement. Et c'est ce que moi je considère étant comme notre faiblesse. Mais dans les approches jusqu'à aujourd'hui, moi j'estime que il ne pouvait pas faire mieux dans ces approches. Il ne pouvait pas faire mieux. Mais le seul secteur où il pourra faire mieux, je le répète et je le dis toujours, même quand on est autour d'une table, de lors qu'on ne sera pas engagé à un véritable rapport de force militaire sur terrain, surtout ça, on aura toujours une bonne proportion de faiblesse dans nos approches. Je crois que la méthode utilisée est une méthode que moi je trouve intelligente, mais encore une fois, qui nous présenterait toujours des limites qu'on ne saura pas résoudre parce que on a laissé Nanga négocier à Doha en mettant les jambes sur la table, en mangeant ses makasu et ses nzete à mine. Ça, c'est pas sérieux. Le Congo se trouve dans l'impasse. Comment peut-on nous faire pour sauver la nation? Je ne parle pas de sauver la RDC comme plateforme là-bas. Vous prenez... Non, vous voyez dit, c'est pas un péché. C'est pas un péché. Mais non, c'est pas mon choix, désolé. Mais sinon... Alors, pas politique, vous n'avez pas... Je suis journaliste, mais voilà. Je veux dire quoi? Vous prenez pour un dialogue. Au regard de la situation, pensez-vous que les dialogues en question peuvent résoudre les problèmes? Diana venait de nous dire ici que
les stratégies ne sont pas du tout mauvaises. Hein. Peut-être l'approche qui poserait problème, encore ce qu'il a dit. Mais vous insistez sur le dialogue. Dialogue, peut-être oui, mais comment on va s'y prendre alors que jusqu'ici, disons les choses clairement, Kagame garde encore la main. Merci, cher Guélo. J'aime la lucidité et la profondeur des analyses de Diana, mais quelque part, il a flotté. Il a flotté, c'est normal, quand il est humain. Oui, c'est juste. Nous sommes en train d'échanger. Tout à fait. Il a dit, on doit donner de la profondeur à ce que nous faisons pour résoudre la crise. C'est ça, l'absence d'une stratégie claire et propre. C'est ça l'absence. Ça veut dire, on laisse le Rwanda se projeter à long terme et d'une manière intelligente. Nous, nous sommes dans des discours. Nous aimons faire des discours pour que nous soyons applaudis au lieu d'approfondir, monter de véritables stratégies pouvant mettre le Rwanda dormi, parce que le Rwanda était presque à genoux. Mais il a sorti une nouvelle carte en allant vers l'Inde, directement vers l'Inde, mais indirectement dans le BRICS. Il n'a pas voulu court-circuiter ses partenaires. D'antan, soit. Ce sont ses parrains, pas ses partenaires, ses parrains. Donc, cette intelligence, c'est ce qui manque dans le chef de ce qui représente les pays à ce niveau-là. C'est ce qui nous manque. Moi, j'ai dit, Diana pour résoudre la crise d'après, c'est ce qui m'a cité, mais dans ça, je ne suis pas d'accord. Hein? Vous aurez la parole. Hein? Oui, j'aurai la parole. Diana l'a dit, mais à la fin, il faut un rapport de force. Ça veut dire, on ne peut pas tendre la main au Rwanda sans que le rapport de force soit établi. C'est ça la géostratégie des guerres. J'ai donné l'exemple de l'Iran. L'Iran a été frappé par deux puissances. Une puissance régionale appuyée par une grande puissance qui est les États-Unis. Mais l'Iran n'avait pas tendu la main parce qu'il s'agissait des États-Unis. Il a établi les rapports de force. Vous allez comprendre, une semaine après, même les États-Unis, ils ont tous sollicité ces le fait. Et aujourd'hui, il y a la paix. On se respecte. Appelons ça erreur comme vous voulez. On avait tendu la main déjà. Mais la situation est telle qu'elle se présente. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire pour sortir le pays de l'impasse? Ça paye cash au niveau international. Ça paye cash. Quand Tshisekedi dit, vous m'avez posé cette question-là, je n'avais pas répondu, qu'il veut le dialogue, mais pas avec le représentant de l'extérieur, parce que ces gens-là n'ont pas de parole. Mais c'est ce qu'il disait aussi du M23 quand il est traité de patins. Mais à Doha, il avait qui? Quand est-ce que le M23 a maintenant ses propres paroles? Il avait dit ici, je ne peux pas, jamais, je peux discuter avec ces patins parce que les patins n'ont pas de parole. Ils rapportent les paroles de leur chef. Il a dit, c'est déjà vécu ici. Donc il n'y a aucune évolution narrative chez le chef de l'État. Il a dit devant nous qu'il veut rencontrer Kagame et non les patins. Mais à Doha, il avait qui? Alors quand il dit, nous devons d'abord condamner, nommer Kagame et le Rwanda avant qu'ils puissent discuter avec nous. Ok. Mais entre nous et Tshisekedi, qui ont dénoncé le Rwanda avant? C'est nous. Lorsque lui il nous disait que c'est son frère, ami, fidèle, partenaire fiable, nous on a été fouettés ici. J'ai sali Bruno Mimbenga, j'ai sali José Mboum, j'ai sali l'âme de Serge Ouello, j'ai sali Prince Penge. On a été fouettés, chicotés, gazés par notre propre police parce qu'on demandait le départ de l'ambassadeur rwandais. Nous, on dénonçait avant. Donc, tu sais qu'il nous demande de faire ce que nous avons déjà fait. C'est plutôt lui qui est en retard par rapport à nous. Nous avons organisé des marches pour dénoncer l'agression ici. Là, tu sais qu'il ne dénonçait pas. Alors, dénonçons alors. Qu'est-ce que ça va résoudre? On peut prendre... Bon, lui qui dénonce chaque jour, cela nous apporte quoi? Quel est l'avenir que tu sais qu'il y a déjà repris entre les mains du groupe rebelle du M23 parce qu'il a beaucoup dénoncé? Au lieu d'agir, au lieu d'établir ces rapports de force, il veut qu'on puisse dénoncer. Ok, tu sais qu'il représente la nation vrai ou faux? Quand il prend parole, il le prend au nom de 120 millions de Congolais. Alors, qui sont ces Congolais que lui ne représente pas?
dénonce Kagame pour notre compte. Donc tu sais qu'il nous dit, il est le président d'un groupe de Ben, j'ai Congolais. compris le contexte, hein. Vous avez compris ce qu'il a dit, ce qu'il a voulu Je dire. t'avais dit l'anticatastase, c'est son monde. Donc tu sais, Donc le chef de l'État dénonce Kagame En à votre votre nom. place. mais c'est lui qui nous représente en vertu de l'article 69 de la Constitution. Quand vous dénonciez Kariga, vous dénonciez au nom de qui? On lui demandait, étant que chef de l'État, de ne pas dénoncer. être en contact. Mais il a fini par écouter votre appel, maintenant il dénonce en Mais- votre nom. Mais justement, il demande à qui encore de dénoncer parce qu'il le fait déjà À bien à notre Katumbi nom. par exemple, pas à vous. Mais Vous Katumbi l'avez l'a pas fait. Katumbi. Suivez les interviews. Où? Vous êtes journaliste, Si, je sais. mais suivez les interviews. Je le cite en raison, avec raison. Rebobine même le vidéo de Katumbi. Chers frères, dénoncer le Rwanda, Mais Kabila n'arrive toujours pas à dénoncer. Hein. on n'en a pas besoin. Moi, Parce je que ne le chef d'État le fait déjà. Attends, par exemple, si moi je dénonce le Rwanda aujourd'hui sur ton plateau, et quand tu serais le fait devant le Conseil de sécurité, qui fait mieux? Qui fait mieux entre moi et Tshisekedi? C'est lui. C'est que Tshisekedi est épuisé. Tshisekedi n'a pas de stratégie. Il est dormi. Il n'arrive plus à mettre quelque chose de nouveau sur la table. Et dans la stratégie de Tshisekedi, il nous amène sur ce terrain pour gagner en temps. C'est-à-dire gagner Ça en veut temps. dire qu'il veut le dialogue, parce qu'il ne rejette pas l'idée. Il veut le dialogue, mais il ne veut pas le dialogue maintenant. Il faut tirer les choses en longueur d'après vous. Il veut avoir un dialogue en 2026-2027 pour lui permettre de glisser. C'est ça l'idée de Tshisekedi. Même la condamnation de Kabila, il sait que ça va faire débat pendant le dialogue et ça va encore bloquer pour gagner en temps. Donc ici, moi personnellement, je ne dénoncerai jamais le Rwanda. Ah, pourquoi? Je l'ai dit sur tout le plateau. Je ne le ferai pas. C'est à Tshisekedi de prendre les moyens de donner à notre armée, d'établir ses rapports de force, de récupérer nos territoires occupés. Dénoncer le Rwanda, ça ne va pas résoudre le problème. Nous sommes sur Alors que ça vous arrive parfois de dénoncer certains comportements de membres du gouvernement ou encore de l'Union sacrée. Ça, vous le faites. Attends, je Mais l'ai pour fait. dénoncer les Rwandais, vous ne le ferez mais pas. laisse-moi répondre. Je vais dénoncer Tshisekedi lorsque ces gens se comportent mal parce que lui gère ma vie. Le Rwanda ne gère pas ma vie, ni l'avenir de mes enfants. Ok? Nous sommes dans un contexte de guerre, nous ne sommes pas dans un contexte de communiqué, de dénonciation. Nous sommes dans un contexte de guerre, Tshisekedi n'a qu'à établir ses rapports de force afin de permettre au pays d'être respecté. Point barre. Gardez Dana, trop c'est trop, hein, ça date de très longtemps, cette situation, la sécurité près de 3 décennies en tout cas, au regard des discours, au regard de prise de position, au regard de réalité sur le terrain, d'après vos analyses, qu'est-ce qu'il nous faut, nous les Congos, pour pallier à la situation? Merci Gaylor pour la question. La première des choses, je voulais revenir sur un élément évoqué par Merlin Vouvou, c'est que dans les dires de Tshisekedi, après la rupture de l'amitié avec Kagame, moi je pense qu'il est resté dans ses approches. La question, il dit, Tshisekedi dénonce Kagame et nous on ne dénoncera pas, les autres dénoncent. Vous savez, dans le fond, Il a dit le chef apporte la voix de tous les Congolais. Non, le problème donc quand il le à ce fait, niveau-là. c'est comme si Katumbi avait dénoncé également. Non, c'est au niveau de, si j'ai bonne mémoire, c'est au niveau de ce choix de discuter. Il dit, je ne vais pas discuter avec mes droits parce que ce sont des pantins, je vais discuter avec Kagame. Vous savez que sur cette tangente-là, il n'a pas tort. Et il ne s'est pas dédié. Parce que la discussion avec le M23, c'est comme j'ai dit ici, est une orientation voulue et imposée par les médiateurs qu'il est allé chercher pour gérer le conflit. On lui dit, écoute, tu voulais une discussion avec Kagame. Si ça dépend d'eux que de lui, si ça dépendait de lui, ça n'est pas parti dans cette tangente-là. Il dit, tu discutes avec Kagame, oui, mais après, dans le jeu politique, le contexte interne, il faudra que tu le gères différemment. Et voilà la proposition. Il estime que si c'est ça la solution, on va y aller. C'est-à-dire, c'est bon gré, mal gré. Mais en réalité, son discours au Global Gateway, il prouve encore à suffisance qu'il estime que pour lui, la pierre d'achoppement, c'est Paul Kagame. Il est revenu dessus. C'est ce que moi j'ai estimé que c'est encore une fois remettre la pendule à l'heure ou à zéro. Quand il dit, il suffit qu'il appelle pour que ces gens-là se retirent. Donc en gros, dans sa posture, il n'a pas changé. Mais le problème, c'est que le jeu au niveau international, tel que voulu par lui impose certains schémas. À ce niveau-là, il ne se dédie pas. Je répète encore une fois de plus, ici, ce n'est pas un problème d'absence de stratégie. Je répète et je le dis. Dans les 2 dernières décennies, c'était la meilleure stratégie qu'on pouvait utiliser, connaissant l'influence des États-Unis sur la politique du Rwanda.
on pouvait vendre quelque chose d'intéressant pour que finalement rééquilibrer les débats et faire en sorte qu'on passe de la guerre à l'intégration régionale. Est-ce qu'il faut révisiter les tirs parce que le résultat semble Je l'ai déjà dit plus d'une fois, malheureusement. Pas satisfaisant. Vous voulez tirer de son côté. Quand j'ai dit que la faiblesse, c'est que dans notre stratégie, elle est limitative dans le sens où elle ne prend pas en compte les très longs termes. Oh. Lui, il estime qu'il n'y a pas de stratégie. C'est là où on n'est pas d'accord. Bon, moi, je le comprends. Lui, il est politique, il est opposant. Et encore une fois de plus, quand on parle des dénoncés, il dit moi, je ne dénoncerai pas parce que Kagame ne gère pas ma vie. Ça encore, c'est faux. C'est faux. Tu sais, les autres lambda, au fond, peuvent le dire, pas lui. Vous savez pourquoi pas lui? Pourquoi? À l'instar de Constant Moutamba, si aujourd'hui vous mettez en pipeline un tableau où vous voulez définir les acteurs politiques de demain, personne ne le fera sans citer vous. Mais la question c'est que si vous décidez de faire appliquer la politique de la chaise vide, des quelques milliers de Congolais qui le suivent, qui entendent la réflexion que lui pondent et l'entendre dire, écoute, moi je ne le dénoncerai pas parce que c'est à Tshisekedi. Quelle est la pédagogie que lui met dans la tête des millions de Congolais qui croient en sa lutte et en son combat? Vous voyez, c'est là où il y a la faiblesse, c'est là où il y a la difficulté. J'ai préféré que quelqu'un d'autre le dise, pas lui. Parce que dans les pipelines, il faut citer 5 politiques de demain de cette politique Kinshasa de la République, personne ne le fera sans citer Merlin Vauve. Donc en gros, moi je veux que lui soit responsable, il le prenne à bras les corps. Et la logique, c'est que je voudrais que lui et moi, cette génération d'après, il faut éviter la politique d'anticatastrophe. Vous savez, c'est ce que les autres ont fait, c'est ce qui justifie aujourd'hui. Tu verras les mêmes Franck Diongo qui a tenu des discours aussi graves que sur Kabila, revenir aujourd'hui faire autre chose. Je ne veux pas que lui tombe dans ça. Je veux que lui soit, de la même manière qu'il a commencé, parce que je ne le connais pas aujourd'hui, cette lucidité-là de dire, on est opposé en termes d'approche des gestions de la République, mais on doit savoir que le Congo est quelque chose de plus grand que soi. Et tu m'as posé la question, qu'est-ce que le Congo doit faire? L'une des plus grandes faiblesses du Congo, c'est que la plupart des acteurs au niveau de la sous-région le connaissent. Parce que le Congo, on peut avoir une politique de prédation. En fait, je vais l'expliquer bien dans le football. Vous allez le comprendre bien dans le football. N'importe quel club qui arrive à Kinshasa, c'est que quand je joue contre Vita ou DSMP, il me suffit de m'allier à l'équipe adverse, bah, on paye un match. Et c'est arrivé plus belle illustration. Et c'est arrivé plus d'une fois où, au nom de notre adversité interne, on prive à l'autre de pouvoir défendre le drapeau de la République sur la compétition intercontinentale, juste parce qu'on veut que la politique des Soka Amati, il faut éviter cette histoire-là. C'est pourquoi j'aime. C'est un Camerounais qui nous donne une belle leçon d'histoire. Charles Nana dit dans son livre Le cause du Congo, il dit le contexte de la guerre de l'Est, la République, dès lors que vous sortez de son approche historique, vous vous perdez. Vous savez pourquoi? Il y a toujours des éléments factuels qui peuvent justifier les actes posés par certains États. Dans ces cas précis ici, l'élément factuel qui justifie l'inclusion de Kagame, c'est quoi? La frustration de Corneille Nangaa. Alors que Corneille Nangaa arrive dans un pan de l'histoire, pour une histoire qui a commencé bien avant lui, il joue juste une petite partition, on veut nous faire croire que c'est de la lucidité dans ça, sans savoir. C'est justement la faiblesse de la stratégie quand je parle. Il se greffe à une stratégie à très long terme, où on se sert de lui en tant qu'acteur temporel pour justifier une incursion, pour justifier une posture. Je vais vous rappeler. Le Rwanda aujourd'hui est un État qui a un budget de 5 milliards à peine. En chute. On va boucler de ce côté, parce qu'il a pris beaucoup. Un budget de 5 milliards à peine. Dans les 5 milliards, 2 milliards viennent de l'aide américaine. Par cette diplomatie ici, la RDC a quand même réussi en 2024-2025 de stopper en 2024 175 millions d'aides au Rwanda et 110 millions pour 2025 qu'on a réussi à geler par l'approche diplomatique. L'homme a trouvé une autre solution pour ses investissements. Il a même demandé à sa population de serrer la ceinture. La ceinture. Mais maintenant, quand on dit l'aide extérieure de 2 milliards, le 2 milliards autres provient de la chaîne d'approvisionnement de la RDC, c'est-à-dire de nos propres matières qu'il prend loin de tout le monde, loin du circuit normal. En fait, le plus grand rapport de force qu'on peut opposer au Rwanda, c'est le jour où le Rwanda ne trouvera plus des procurations par réflexion et par action chez les Congolais, chez les politiques congolais. Croyez-moi, on réduira son influence. Le jour où le Rwanda comprendra que quand je m'attaque à la République démocratique du Congo, autant qu'un État sérieux, peu importe qu'on soit de gauche ou de droite, ils savent que je suis un ennemi à très long terme.
il a prouvé ce que la plupart des pouvoirs qui sont passés, le Rwanda a toujours pris, Kagame a toujours pris cette posture-là. Très bien la dit. première de force qu'on a opposée à lui, c'est justement cette intelligence des situations de savoir que quand on fait ça, nous on voit le bout de notre nez, lui voit très loin, et c'est la République qu'on perd. Et c'est là où je rentre dans le propos de vous quand il dit l'absence de la stratégie. Si on le pense pour le pouvoir, on le pense également pour l'opposition. Cette politique du désespoir où on croit que parce que juste on a besoin du pouvoir, peu importe la ligne, on ramasse, on prend. Le même qui était opposé farouchement à un acteur hier, aujourd'hui ils sont prêts à prendre n'importe quelle proposition, quitte à faire « ôte-toi que je m'y mette ». Et c'est pas responsable à mon sens. Merci d'être venu. Gardi, Mike, Diana. Dernière question, parce qu'on va boucler de ses côtés. D'accord. Tous craignent la balkanisation. C'est un sujet qui date de très longtemps en son temps, le monde en avait parlé. Aujourd'hui, Fayulu pense que, via son secrétaire général, pense que Kabila serait à la base de ce que nous vivons à l'Est en termes de balkanisation, parce qu'il s'organise, cette rébellion, en recrutant le magistrat, peut-être au point d'imprimer la monnaie. Quelle lecture faites-vous par rapport à ça? Et on va se quitter, et ça sera la dernière question avec vous. Avec vous. Vous savez, je vais encore le prendre sur un angle. Je vais refuser d'aller sur le terrain politique pour éviter d'établir un jugement de valeur. Je comprends dans ces déclarations de l'ECD une communication anxiogène qui appelle à rappeler la conscience des uns et des autres. Vous savez, c'est une stratégie que même les grandes puissances utilisent souvent. Faire voir, miroiter aux gens la peur et les dangers qui peuvent arriver devant pour que chacun prenne conscience. Pour une première fois, je suis en phase dans ma posture d'expert en com, en phase avec cette orientation de Devoski Toko. Dans le contexte congolais, parfois il faut... En fait, quand vous dites juste de mots simples, les gens ne comprennent pas. Ici, on doit adopter l'attitude de faire voir aux gens. C'est-à-dire qu'il faut aller dans la communication prédictionnelle. Il faut faire voir aux gens les dangers qu'il y a derrière les actes, les petits actes qu'on pose tout le jour pour voir la dangerosité de ce qui arrive. Quand il est dit, c'est vrai, la question de la balkanisation arrive parce que le monde qui nous regarde, c'est là où je dis toujours aux gens, la guerre qui à Burkina Faso et autres, les enjeux sont différents de la RDC. La RDC, au niveau mondial, est considérée comme étant une réserve. L'économie du monde de demain sera faite de ce qu'est la RDC. Donc nous, on ne peut pas nous laisser tranquilles. Et la plus grande faiblesse que nous avons, c'est qu'on a été décolonisé physiquement. Mais l'homme congolais est resté colonisé mentalement. Et c'est la plus grosse et grande forme de colonisation qui puisse exister. Et quand lui dit ça, je trouve logique de nous rappeler les dangers qui nous guettent et que les autres nous regardent différemment. Les autres n'attendent que l'implosion interne pour que chacun tire le drap de son côté. Et c'est là où chacun doit comprendre que vous soyez Fayulu, que vous soyez Katumbi, que vous soyez Tshisekedi, que vous soyez vous ne serez pas pleinement président si à votre temps, quand vous arrivez, vous trouvez un Congo à l'image du Soudan. Et je ne pense pas que dans vos objectifs de diriger ce pays, c'est diriger un pays scindé. Et je crois que ces combats-là pour un pays intégral commencent maintenant. Ça ne sera pas seulement la responsabilité de Tshisekedi. On peut dire que c'est pendant lui, on jettera l'opprobre, on peut le condamner à mort après. Mais de fait, ça sera un État séparé. Êtes-vous prêts? Ça n'arrivera presque pas, peut-être pas, voulais-je dire, oui, parce que ça n'arrivera pas parce que nous ne voulons pas. Ça n'arrivera pas parce que l'âme de Congolais est une leçon pour le politique. Nous, on peut se déchirer comme on veut, mais on connaît le caractère sacré de la terre. Parce qu'on est bantou. Et chacun d'entre nous a des origines. Tout le monde sait ce que c'est le petit lopin des terres des papas. Donc, voilà, merci. C'est ce qui forme l'État. Merci d'être venu, Mike Gardi Diana. Je rappelle que vous êtes journaliste. Vous étiez reçu en qualité d'analyste politique. Exact. Merci de la disponibilité. C'est avec vous que nous allons boucler. Vous avez votre dernière prise de parole. La balkanisation, je l'ai dit et je me répète, c'est ce que nous craignons, c'est ce que nous ne voulons pas. Aujourd'hui, Martin Fayulu via Devoski Toko pense que Kabila serait à la base de quelque chose. Il y a une bonne partie de notre pays occupée par la rébellion, là où réside d'ailleurs Kabila à nos jours. Pensez-vous que tout ça là, Kabila n'est réellement pour rien? Vous avez la parole et c'est par là qu'on va se quitter. Moi, je n'ai pas dit que Kabila n'y est pour rien. Mais j'ai dit, on devait même nous prouver
que voilà, c'est Kabila le responsable. Par exemple, vous avez posé une question à Diana, Diana n'a pas répondu clairement. Laquelle? Kabila est condamné à mort. Kabila n'est pas condamné comme celui qui fait les lits du M23, mais comme responsable direct. Kabila a été condamné comme le géniteur, pas comme celui qui fait les lits à la rébellion, mais comme géniteur. Mais au même moment, on demande à quelqu'un d'autre d'intimer l'ordre au même groupe de se retirer. Logiquement, qui peut intimer l'ordre et que l'ordre soit respecté à la lettre, c'est le géniteur, le patron. C'était ça la question de Guélo. Entre Kagame et Kabila qui est condamné comme géniteur, qui est réellement le géniteur du M23? Je peux? Bah, elle était en souffrance. Je crois avoir répondu à cette question, il n'avait pas entendu. Non, je peux reprendre de manière directe la réponse. J'avais compris ta réponse. Ouais. Vous avez même expliqué le point sur lequel vous étiez d'accord. Et le point où je n'étais pas d'accord. Ouais. Mais c'est ce que j'ai dit. Mais dans l'ensemble, le jugement condamne Kabila. Il y a un parrain. Non, on dit non. Et un acteur majeur. Non, ici, il n'y avait pas question d'un parrain et un acteur majeur. On dit que ce groupe-là a été créé par Kabila. C'est lui l'auteur. L'AFC. Mais on parle de l'AFC M23. Ça veut dire que c'est un tandem. C'est lui. Ça veut dire que c'est un tandem. Il y a deux forces. Alors s'il y a deux forces, s'il y a deux forces, on pouvait condamner Kabila comme géniteur de l'AFC et non M23. Mais pourquoi le jugement reprend les tandems? Parce que de droit, ils sont alliés maintenant. Donc on peut condamner, on peut condamner l'époux. Non, je réponds. On peut condamner l'époux pour une infraction commise par l'épouse. Parce qu'ils sont en tandem. Oui. Tu n'as pas vu la femme de Gbagbo? La femme de Gbagbo était en prison. S'il vous plaît. Qu'il chute. Est-ce vrai ou faux? Diana ne perdez pas ta lucidité. Oui. Qu'il chute, je vous en prie. C'est pas la lucidité, c'est justement ça ma lucidité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ici il y a un problème. Au même moment, Kabila condamné comme géniteur de l'AFC M23, mais à Doha, vous êtes encore avec le même AFC M23 et vous signez quand même des accords. Oui. Contradiction. C'est pas logique. Il signe, il faut préciser. Quand je dis vous signez, pas vous, vous êtes journaliste. Nous, les Congo, dans ce sens-là. Donc, la logique que nous avons prise à l'école, j'ai comme l'impression qu'ils ont soutenu la mitou na bisunios. Ça, c'est un. De deux. Devos Kitoko dit que le pays court un risque de balkanisation, mais l'acteur majeur qui favorise la balkanisation, c'est Kabila. Ça, c'est une déclaration grave. Nous devons cesser de faire des discours pour se faire plaisir. Est-ce que Devos Kitoko est capable aujourd'hui de prouver l'apport de Kabila sur la balkanisation du Congo? La justice l'en a fait déjà. Mais la justice n'a pas prouvé. Nous sommes d'accord sur ces points avec Diana. Non. Oh, mais vous l'avez dit. Il s'est dit non. Si le 7 points condamne Kabila, du coup. Si, non, je ne me retire pas. J'ai émis des nuances et des réserves. Mais justement, j'ai cité une seule preuve où moi, en tant qu'intellectuel, je peux le dire. Mais la décision de la justice, je ne mets aucun commentaire parce que je ne suis pas militaire. C'est ce que vous avez dit. Oui. Lui, ce qu'il dit, c'est en position des politiques. Moi, non, lorsque le jugement... Puisque chez moi, les faits sont sacrés, je cite un fait que moi, je peux prouver. D'accord. Le reste, c'est à la justice. Des fois, ça fait quoi que ce soit. La justice a donné une notice. Lorsque le jugement est rendu, en vertu de l'article 51 de notre Constitution, le jugement est rendu au nom du peuple. Lorsque ce jugement n'est pas bien rendu, donc, nous pouvons en débattre et discuter. Personne d'entre nous ne peut juger de la qualité d'un jugement rendu. Non, on peut discuter parce que c'est rendu à mon nom et que moi, on ne peut pas mettre de fausseté à mon nom. Exactement. C'est pourquoi on est partagé. Mais attends, c'est rendu à mon nom avec l'article 61 et 51 de la Constitution. On ne peut pas rendre un papier à mon nom sans que je sois d'accord. Ensuite. Ça, c'est un. De deux, les discours de Devos démontrent clairement leur appartenance à l'Union sacrée. C'est clair. Mais laissez-moi vous dire. Je pense à John Kabamba. Vous, c'est fort. Fayoulou a dribblé l'opposition combien de fois pour l'intérêt de Tshisekedi, ici à Kinshasa. Recevez Prince Penge ici, posez-lui la question. S'ils n'ont jamais rencontré le ministre des Affaires étrangères du Togo, sous charge du régime en place.
Le problème de Fayoulou... Enclave, vous voulez dire quoi? Que Fayoulou joue le jeu de C'est Kinshasa? c'est le cas pour tous les actuels opposants. Mais Non. c'est ce que vous avez dit. Vous avez illustré avec l'équipe de football. Donc, vous Non, pouvez dire que c'est attends. ça. On n'est pas contre, mais Fayoulou n'a pas le droit d'accuser d'autres acteurs. Ce n'est pas la première fois. Qui lui en prie? Attends. Laisse-moi... Il y a un danger qui nous guette. Non, il y a un danger. Fayoulou Vous m'avez dit lance ici... l'appel. Non, il n'a pas lancé Fayoulou l'appel. dénonce. Où sont les propositions de Fayoulou? Parce que Diane m'a dit qu'il faut commencer à faire la politique avec des propositions. Fayoulou a proposé quoi en tenant ses discours? Bon, ces discours, bon, ok. Quelles sont les propositions qui vont empêcher cette balkanisation? Devos a dit quoi? D'être vigilant, de se mettre ensemble. D'être pour vigilant barrer la comment? route. De commencer à faire des veillées? D'être vigilant comment? Lui qui est professeur de sciences politiques. C'est quoi ces propositions? Il est venu accuser comme fait d'habitude l'ami de son président Tshisekedi, dénoncer pour rien proposer, pour rien faire. La balkanisation, oui. Qui en est le chef? C'est Tshisekedi. Lisez l'accord de cessez-le-feu permanent. Donc, Kabila n'est pour rien. C'est la question que j'ai posée. Lisez l'accord de cessez-le-feu permanent. Je demande à Devos qui tourne de lire de comparer cet accord signé à Doha avec celui signé en 2010 à Nairobi pour le compte du Soudan. Copie conforme. Lui qui est expert en sciences politiques peut nous faire une bonne analyse. C'est pas ça, j'ai lu l'accord. Mais c'est la Non, chute. c'est la question que je vais poser. Non, C'est la chute. Quand vous lisez l'accord, vous comprenez qu'ils vont mettre une zone tampon. Ça veut dire c'est ça les lits. C'est comme ça qu'ils avaient agi, les États-Unis en première position, pour balkaniser le Soudan. Mais si, bon, absurde. Attends. Dans le cas de la RDC, il n'y a pas de zone tampon. Si on balkanisait la RDC aujourd'hui, Kabila va se retrouver dans quel coin, de quel côté? Dans la configuration Si vous actuelle. permettez qu'on continue l'émission, moi j'ai Ah, une réponse à poser à... Dans la configuration actuelle. Bon, on va se quitter. Dans la configuration actuelle, Kabila, sa province, c'est le Tanganyika. Kabila habite à Goma. Kabila, Son siège, c'est... Non, vous avez dit, il serait de quel côté? Ben voilà. Il est originaire d'où? Du Grand Katanga. On ne parle pas des origines, dans le sens Même, où là où il est... Bref, merci d'être venu, non, attends, vous ne pouvez pas me poser une question et... 9 secondes, parce qu'on n'a plus une minute malheureusement. Ici, la solution, c'est d'abord le dialogue interne. Des États-Unis à Bruxelles, à l'Union africaine, à la sous-région. Le pays partenaire, nos partenaires tous, je ne gère que sur un dialogue inclusif et franc. Quand vous suivez les sorties médiatiques, les dernières sorties médiatiques de Nanga et de plusieurs membres du M23 FC, apparemment, eux aussi sont fatigués de la situation. Ils ne parlent que des dialogues. Parce qu'ils ont des agendas cachés, oui. Non, l'agenda caché. La guerre coûte cher. Ah, non, ça dit... Ils se sont asphyxiés déjà. Ça veut dire ici, tout le monde. Vous avez suivi la dernière sortie médiatique du président angolais. Tout le monde pense que seul le dialogue peut résoudre la crise. Là où je suis d'accord avec Diana, nous devons être un État programmé. Dialogue, oui. Mais comment éviter maintenant la prochaine fois que nous retombions dans la même situation? Moi j'ai une solution pour ça. Ah bon? Au niveau de la Constitution, tout celui qui prendra les armes en complicité avec un autre État est banni, c'est tout. Quand il y a un problème, résolvons ça en interne. Mais nous avons déjà pensé à ça. Par exemple, pas bannir. Il faut bannir, il faut faire de lui soudanais. À l'époque de la Sun City, nous avons dit personne, aucun Congolais peut faire aboutir ses revendications en prenant les armes. Et c'est pourquoi les Bemba et autres, ils avaient bénéficié à l'époque d'une loi d'amnistie pour dire que c'est la dernière que personne peut faire, tenter de faire. Mais justement, c'est ce que j'ai dit. Nous sommes tous d'accord avec le dialogue. Mais après le dialogue, comment faire pour ne plus revenir à la case de départ? C'est ça la grande question que Non, il faut mettre de garde-fous. Voilà, c'est ça la grande question. C'est là que les Congolais, c'est là que nous devons tous réfléchir. Parce qu'en réalité, ce qui arrive au Congo aujourd'hui, tous nous sommes responsables d'une manière ou d'une autre. Tous. Ça, je suis d'accord. Tous, nous sommes responsables d'une manière à une autre. Allez, merci beaucoup. Et nous devons tous apprendre aussi de nos erreurs pour éviter. On se serre la main. Et cela nous arrive. Merci d'être venu. C'est la fin. Merci Mike. Ça fait longtemps, hein?
Je suis Ça là, fait beaucoup de c'est temps toujours que- plaisir quand vous invitez des gens qui sont capables de réfléchir. On est pas présent. La vérité, c'est que Vous, merci beaucoup. Merci, les- Serge. Allez, les c'est débats la fin de politiques l'émission. sont devenus des histoires un peu compliquées. Comment? Les débats politiques à Kinshasa sont devenus des histoires un peu compliquées. C'est ça la plus grande faiblesse. En fait. C'est ça. Non, raison pour laquelle. Raison, Je On retire se quitte. ça. raison On va pour vous laquelle moi je ne retrouver fais pas tout le demain. plateau. Ça sera avec les mêmes plaisirs pour un nouveau numéro. La rediffusion, c'est à 18h. Les internautes, abonnez-vous à Nespresso Télévision, abonnez-vous à RTVS 1. Merci à mes invités. Merci Merci, Diana. Merci Merley. Merci également à Pamphile qui était du côté de la régie finale. Merci à Embel qui a dirigé toutes les caméras ici devant nous. Et à la prochaine, donc demain. Merci, au revoir.